Bonjour à tous. Donc je vais vous parler là pendant une petite heure, 50 minutes, des données, on va dire non relationnelles. Elle est un peu plus loin que ce que tout le monde a utilisé un petit peu le SQL. D'ailleurs, petite question juste, qui a déjà écrit une requête SQL dans la salle? Ok. Donc, je m'appelle Xavier Gors. Ça fait à peu près 15 ans que je fais du web, en tant qu'acteur du web. J'ai commencé un peu par le Java. Je suis passé aussi par la case, j'ai fait mon premier site web en Lotus Domino ou Lotus Notes, je ne sais pas si certains connaissent, c'est ceux qui connaissent doivent savoir que c'était pas une masse à faire. Laurent. Et depuis un petit moment maintenant, essentiellement sur le côté PHP. D'ailleurs, côté PHP, je suis assez impliqué dans pas mal de communautés, notamment la FUP. Qui connaît la FUP dans la salle? C'est cool. Donc la FUP, moi je vais aller assez vite alors. La FUP, donc l'Association française des utilisateurs de PHP. C'est une asso qui a été créée en 2001. Le but de l'asso, c'est vraiment promouvoir PHP en entreprise. Dans ce cadre-là, on organise régulièrement des événements qui sont l'essentiel de l'ADN de la FUP, c'est le forum PHP, c'est un événement qui a lieu tous les ans. Cette année, il a lieu les 21 et 22 novembre à Paris, qui est 2 jours autour de PHP. Donc il couvre à la fois des côtés techniques, des côtés d'infra, des tours d'expérience, des tables rondes. Je vous laisse aller voir sur le site de la FUP et du forum PHP pour voir justement un petit peu le programme de cette année qui est assez alléchant. Accessoirement aussi, tout au long de l'année, on organise des apéros ou des rendez-vous qui sont plutôt des moments pour se rencontrer autour de la thématique du PHP et des fois de faire aussi des petites présentations sur des thématiques bien précises. Depuis à peu près 1 an ou 2, les antennes locales de la FUP commencent à prendre beaucoup de place. Il y en a une à Lyon qui est très active, c'est Michael Randy qui s'en occupe, et régulièrement, à peu près pratiquement tous les mois, il y a des apéros, c'est sûr, et régulièrement il y a des rendez-vous et des petites confs qui sont donnés. Je vous laisse aller sur le site de la FUP et être dirigé éventuellement vers le site de la FUP Lyon. Il y a un compte Twitter qui est très à jour. Abonnez-vous, venez. C'est des moments qui sont très sympas, assez informels, qui permettent vraiment de partager ça. D'un autre côté aussi, la FUP, j'en étais président en 2009. Je reste assez impliqué dans l'association. On est en train d'organiser le forum de cette année. Le principe de la FUP est un bureau tournant, donc tous les ans, le bureau tourne pour donner un petit peu de sang neuf. Autre association, ou pas encore une association, mais justement Hugo, qui était là tout à l'heure, a initié en 2010 l'idée de faire un user group dédié à Symfony, qu'il avait nommé AFSI à l'époque. Alors on n'a pas encore... On est quelques-uns à essayer de le faire partir essentiellement sur Paris. C'est pas encore une structure dédiée, c'est pas encore une association qu'il y a derrière. Donc là, par contre, on essaie d'assez régulièrement faire ce qu'on appelle l'équivalent des rendez-vous. Donc on fait des SFPO, essaye de le faire mensuellement avec une conférence. C'est essentiellement une conférence suivie d'un apéro ensuite sur une thématique bien précise. Je sais qu'il y a une antenne à Marseille qui en fait souvent. À Lyon, malheureusement non. À voir s'il y en a qui sont intéressés, on est prêt à aider, on est prêt à bootstrapper aussi ça sur Lyon. Plus côté business, et là-haut, je suis fondateur de cette agence web. On est une petite agence depuis 2005, on est sur Lyon, sur Paris, l'essentiel de l'équipe est sur Lyon, on est une petite quinzaine, très orienté technique et qui avons embrassé toute la vague de Symfony depuis 2006, donc même avant qu'ils sortent officiellement. On est d'ailleurs partenaire officiel Sensio Labs depuis 2 mois à peu près. Une autre carte dans mon arc en fait, ClubUp. Je suis le CTO et le fondateur de ce projet-là aussi. ClubUp, c'est un projet qui est pas encore sorti, qui est même pas encore lancé. Je vais faire une deuxième conf demain sur toute l'approche infrastructure et provisioning, où je vais parler un peu plus de ce projet-là et de son architecture technique. Je vous invite à venir. ClubUp, pour faire assez rapide, le principe est de pouvoir au sein d'une entité qu'on va appeler le club, de pouvoir structurer, agencer ses médias, les taguer, merci, les taguer et ensuite ranger ces tags et ranger ces tags dans un graphe. Voilà. Donc le but, c'est pas de vous présenter le projet. J'en parlerai un peu plus de la structure demain si vous souhaitez venir, c'est demain matin.
parlons un petit peu donc des données non relationnelles. Et je vais vous parler un petit peu donc d'une part des tendances actuelles qu'on a sur les marches, enfin sur la donnée en tant que telle, et je vais vous présenter les 4 grands principes de données et de type de database ou de data store non relationnels, leurs avantages, leurs inconvénients et leur domaine d'utilisation, avec en prenant à chaque fois un exemple d'un produit un peu phare qui est utilisé. Je suis désolé, les slides sont en anglais, mais la plupart des mots qu'on utilise sont des mots anglophones. Les traduire rime à rien, donc la plupart des slides sont en anglais, mais ils sont très facilement compréhensibles. Donc, on se rend compte que finalement, les bases de données relationnelles, à un moment, vont avoir un problème de performance dès qu'on va atteindre une utilisation qui n'est pas leur fonction première. Tant qu'on va avoir de la liste classique, comme là ils m'ont montré un listing de salariés avec des clés classiques, des jointures et autres, c'est son domaine d'activité, il gère la contrainte, il gère très bien ça va très bien. La plupart des applications web sont sur cette courbe-là, vont commencer un petit peu à avoir des données un peu plus volumétriques ou volumineuses, ou alors à les dénormaliser, mais on a de plus en plus tendance à avoir des données qui sont de plus en plus hétérogènes, on va le voir, et qui rentrent de moins en moins dans le moule, finalement, du relationnel en tant que tel. Et c'est à partir de ce moment-là où on a vraiment tout ce qui est performance qui s'écroule, notamment quand on commence à avoir les notions de follower, je veux diffuser l'information, et ou alors quand on a des notions de géolocalisation ou autres qui interviennent dessus. La complexité globale qu'on peut appliquer à la modélisation, à l'utilisation des data stores, mais qu'on peut même transcrire sur du code classique, c'est que finalement la complexité qui est à la fois dans la modélisation, dans la construction, dans la maintenance, tout au long du cycle finalement des données, dépend de 3 facteurs importants. La taille des données, la taille du dataset que je veux manipuler. Ça va impacter la solution technologique, ça va impacter la façon dont je vais structurer ma data. C'est une donnée qui est très importante. C'est une donnée qui en plus peut évoluer fortement et de manière très abrupte dans le cycle de vie de votre application. La connectivité de ces données-là, comment elles sont couplées entre elles. Et ça c'est typiquement votre applicatif et la modélisation qui va vous le donner, mais plus les données vont être connectées, plus ça va être complexe. Complexe pour les raisons de performance, complexe pour les raisons de disponibilité, où derrière on va arriver sur une complexité qui va s'augmenter. Et aussi l'uniformité de vos datas. Plus vos datas pour une même entité auront des structures différentes, on va se retrouver sur de la base de données relationnelle classique à avoir des tables avec un nombre de champs qui augmente sans les utiliser à chaque fois, qui peut amener des problèmes et de performance et de maintenance et de lisibilité tout au long du cycle de vie du projet. Pardon. La taille des données. Les données, on en a toujours plus, on en manipule toujours plus, on en produit toujours plus, vous en produisez toujours plus, que ce soit avec nos terminaux, que ce soit des données perso, que ce soit des données même sur lesquelles on n'a même pas conscience des données qu'on produit, sur les traces qu'on laisse sur les différentes applications qu'on utilise, sur les traces qu'on laisse à notre fournisseur d'accès. Ces données-là, il y en a de plus en plus. Tout le monde veut les stocker, tout le monde veut les utiliser, et beaucoup veulent les valoriser, au final. Donc on se rend compte que la taille des données utilisées, stockées, exploitées, au final, c'est plus qu'exponentiel. J'ai pas mis de chiffre derrière parce que personne n'a trop de... Ça veut pas dire grand-chose, mais la courbe est là et elle va ne cesser de partir de manière exponentielle de toute façon. Un petit exemple. Surtout qu'en plus, les données, des fois, les volumétries de données sont peut-être pas là où on les attend. On prend Tumblr, ça c'était il y a à peu près un an, je pense que ça a dû changer depuis, vu leur succès. Tumblr, donc c'est un site où il y a des blogs. À l'époque, il y a à peu près 500 millions de pages vues par jour, qui fait du volumétrie importante. Il y a un nombre de blogs important aussi. Donc il y a à peu près 3 Tera qui sont stockés, créés chaque jour sur la plateforme. Mais on se rend compte que finalement, dans ces
3 Tera, il y a seulement 50 gigas de postes, de données vraiment, de données d'articles, de blogs qui représentent ça. Le reste, c'est juste l'information de dispatchage de l'information aux différents followers, alimentation des timelines et finalement diffusion d'informations qui est pour l'utilisateur une donnée qu'on ne voit pas, mais qui prend des proportions énormes du moment qu'on a une volumétrie énorme en face derrière. Hein. Donc on se rend compte finalement la taille et la complexité et pas sur la data, l'objet qu'on manipule au final, mais plus sur la façon dont on va le faire véhiculer et le diffuser. La connectivité. Là on se rend compte de l'évolution un petit peu dans le temps des différentes types finalement de connectivité, de type de documents qu'on a manipulé. Au tout début du web, on avait du document texte, c'était très simple. Ensuite, on s'est mis à les lier entre eux avec des liens. Ensuite, on a eu les flux RSS, on a eu des blogs. UGC, c'est le User Global Graph. On s'est mis à pouvoir classer, catégoriser dans des applications mon contenu pour le segmenter, pour le structurer. On a eu des wikis, on est capable de taguer. La folksonomie, en fait, c'est une classification collaborative décentralisée. Ça permet à n'importe qui, même s'il n'est pas expert dans son sujet, de pouvoir classer et structurer de la donnée. On a aussi le RDF qui permet, en fait, c'est un langage qui permet sur les pages web de structurer la donnée, ne plus avoir des données purement texte, mais être capable de leur donner un sens. C'est le web sémantique. Et après, on a aussi des utopies qui sont le Web 3 ou qui sont peut-être plus tard, qui sont en train d'arriver, qui sont l'ontologie. Alors, l'ontologie, c'est le moyen de modéliser un ensemble de connaissances pour un domaine donné. Le but, c'est d'être assez exhaustif sur le sujet et d'avoir les experts et à la fois la volumétrie pour recenser tout ça. Et le dernier, le Giant Global Graph, grosso modo, nous, avec notre projet Club Up, c'est un peu ces deux pointes qu'on vise. Hein. Et ces derniers, c'est être capable de structurer, lier finalement l'information où qu'elle soit dans mon application ou qu'elle soit externe, pour être capable de la valoriser au final. L'uniformité de ces données-là. On se rend compte qu'on a de la donnée qui est de moins en moins structurée. C'est-à-dire que la donnée, dans l'évolution de mon cycle de vie, elle va être très localisée. On prend un commentaire, le commentaire en tant que tel n'a pas d'impact ailleurs par rapport aux produits autres. Sa présence est importante, mais finalement certains attributs même du commentaire n'est pas si importante pour le reste. On va avoir aussi des cycles complètement différents, des cycles de vie complètement différents suivant le type de données que je manipule dans ma propre application. Et on stocke, et on a envie de stocker de plus en plus de data pour chaque entité de mon application. On se rend compte, la non-uniformité vient aussi du fait qu'on a beaucoup de données qu'on veut absolument recentrer autour de l'utilisateur, individualiser pour qu'elle soit la plus précise possible et pour qu'on puisse l'exploiter à terme pour le bien de l'utilisateur au final. On va essayer de la décentraliser sur des applications qui va encore augmenter la non-uniformité finalement des données que j'utilise. Pour répondre à ces nouveaux besoins, il y a un gros mot qui est arrivé. C'est le NoSQL. Alors NoSQL, ça ne veut pas dire non, je veux plus de SQL. Ça veut surtout dire not only SQL. C'est les alternatives qu'on va évoquer là, qui existent depuis longtemps, mais qui ont vraiment émergé par rapport aux nouveaux besoins du web, qui couvrent en fait des besoins bien précis. Déjà, que je me retrouve à avoir justement des données qui sont non relationnelles. Il faut savoir que quand on parle de problème de performance sur du SQL ou sur des bases de données classiques, la problématique de performance vient du fait qu'elle garantit ce relationnel-là. C'est les vérifications et ce pourquoi elle a été bâtie qui impacte ses performances. Souvent, on a aussi besoin... cette approche NoSQL permet aussi, par le fait qu'elle soit non relationnelle, d'avoir justement d'être cluster friendly, notamment par rapport à la scalabilité de l'application, être capable de pouvoir facilement cloisonner et répartir sur plusieurs instances mes données. On se trouve souvent avec des structures de données, on va voir, qui sont sans schéma par rapport à ce qu'on reconnaît dans du SQL classique. Et on tend souvent à parler, on va aborder régulièrement sur les différents types la notion d'architecture distribuée qui amène vraiment une autre façon
pas seulement de concevoir la donnée, mais de la façon dont on va la diffuser, de la façon dont on va l'exploiter, même la façon, un impact très fort sur l'infrastructure au final, qui va héberger cette distribution de la donnée. D'ailleurs, quelque chose que je pense que vous connaissez tous, le côté ACID, je ne vais pas revenir dessus, sur le côté SQL, qui sert à sécuriser la transaction en tant que même dans une base de données. On va parler, dans un cas d'un modèle distribué, qui s'applique pas vraiment sur les bases de données en tant que telles, mais plus sur le principe du modèle distribué de théorème de Cap. Ce théorème de Cap dit que il y a trois grands principes, et le théorème dit qu'il est impossible dans un système distribué d'avoir les trois en même temps. C'est-à-dire que le but, en fonction de vos besoins, on est incapable de garantir ça. Parce que quand on parle de système distribué, pour être bien clair, on parle vraiment de systèmes qui sont sur plusieurs serveurs, isolés, même pas dans le même data center, avec le besoin d'aller répartir ma data et d'aller la mettre à jour de partout. Donc on se retrouve à avoir trois piliers du système distribué qui sont la consistance. Est-ce que je suis sûr que mes données est présente sur tous les nœuds de mon application? Est-ce qu'elle est disponible, c'est-à-dire celle qui est la dernière version qui est écrite, n'importe quel nœud doit me la renvoyer? Et partition de tolérance, c'est-à-dire que je dois être capable d'enlever un de mes systèmes d'instance physique du nœud sans que ça pose de problème à toute l'infrastructure. Ça, il est impossible de garantir vraiment tous. Que mon application ou que le logiciel qui exploite la distribution garantit tous ces points. Le but, c'est de trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins en fonction de votre application. Donc, pardon. 4 grandes catégories de bases de données non relationnelles. On va aborder les 4. Clé-valeur, document, graphe et column oriented. La première, la clé-valeur. Je pense que vous l'avez tous déjà expérimenté, c'est l'approche la plus basique. Ça a été inspiré, le premier draft était un article fait par Amazon sur leur système DynamoDB, qui était ce qu'ils avaient utilisé en fait pour gérer à l'époque leur panier sur leur site. Ils ont sorti un white paper et qui a découlé sur l'implémentation de plusieurs bases de données au final derrière. Le principe est très simple, c'est le stockage clé-valeur, donc j'ai une grande table de hachage, j'ai une clé, je vais récupérer la valeur qu'il y a derrière. C'est pas plus bête que ça. C'est ce qui fait que la simplicité d'utilisation, c'est ce qui fait aussi, c'est ce qui est un gage aussi de performance, et c'est pour ça qu'on l'a utilisé. Donc, les forces de ce modèle-là, on a un modèle de données qui est très très simple. On a une clé, une valeur, basta. Ce qu'on met dans la valeur, c'est à nous de choisir. On peut mettre un texte simple, on peut aller mettre un tableau. Les plus fous iront serialiser des objets à l'intérieur. L'avantage de ça, c'est qu'on se retrouve quand même à avoir, par cette simplicité-là, on a une très bonne approche par rapport à la performance. Ça reste très simple. Et l'autre, c'est qu'on est facilement capable de scaler ce type d'architecture parce qu'il suffit de répartir finalement mes clés sur plusieurs instances, que mes instances soient capables de régulier sur le bon serveur, et je suis capable de scaler très bien. Et finalement, pour augmenter ma capacité, soit en termes de stockage, soit en termes de performance, je n'ai plus qu'à ajouter et faire tout ce qu'on appelle du sharding et augmenter comme ça de manière horizontale ma capacité de calcul. Ces faiblesses, certaines sont les mêmes que ces forces, c'est que c'est une structure de données qui est vraiment très très simple. C'est-à-dire qu'on ne va pas être capable de requêter sur quelque chose qui est à l'intérieur de ma valeur. Je vais juste aller la chercher, je vais la lire, point. Donc dès qu'on va avoir des systèmes un peu complexes de données, on va avoir des problèmes. On va utiliser ça essentiellement pour faire du cache, pour stocker des sessions. Quand on a quelque chose, ça reste très simple. D'ailleurs, une des grosses implémentations de ce principe-là, c'est Redis. Donc Redis, qui est un logiciel qui a été fait en C, open source, que beaucoup connaissent, je pense, qui est très très rapide, qui est très très léger aussi,
L'approche de Roddy, c'est vraiment de limiter fonctionnellement. Il n'a pas évolué, il n'a pas rajouté de fonctionnalité, il reste très simple, et c'est pour ça qu'il est aussi performant. Son principe même, c'est que toutes ces datas tiennent en mémoire. C'est pour ça aussi qu'il est performant. Vous pouvez l'utiliser en tant que data store principal pour stocker vos données, mais c'est pas son rôle principal. Il est capable de faire de la persistance de données, mais il garantit pas une acidité complète ou avec des moyens peut-être détournés, mais c'est pas son but principal. Il est capable de faire de la réplication pour avoir plusieurs maîtres esclaves classiques. On l'utilise beaucoup pour faire soit du cache, soit pour stocker les sessions. Et aussi, ses fonctionnalités de base de travail sur des listes, sur les queues, permettent de faire quelque chose de très simple pour mettre en place un petit système de queuing très simple pour pouvoir faire du traitement asynchrone, par exemple. Très rapidement, ça c'est d'autres data stores disponibles. On a Riak, Memcache, je pense que vous connaissez tous, qui a été un des premiers qu'on utilisait. Voldemort, qui est une implémentation aussi. DynamoDB, qui est disponible dans le SaaS via Amazon. IronCache, aussi d'Iron.io, qui permet c'est typiquement une solution SaaS pour faire du cache, donc du stockage de clés valeurs de manière très simple. Les documents. L'approche du document, justement, on en revient, a été assez inspirée par Lotus Domino, qui était une des premières bases de données documentaires, au final. C'est que je me retrouvais pareil à avoir de la clé valeur, mais au lieu de stocker dans ma valeur une simple chaîne de caractères, je vais y stocker une donnée structurée. C'est-à-dire que cette donnée va être un document, il va être structuré, ce document va avoir des attributs, va avoir des valeurs, et je vais être capable, suivant les implémentations, d'aller faire des requêtes sur certains attributs, ou d'aller modifier directement certaines valeurs sans avoir à recharger, à manipuler au final ce que j'ai stocké. Donc l'avantage de ça, c'est qu'on a vraiment un schéma très flexible. C'est-à-dire que on n'a pas de nom de table, on a une collection, et dans la collection, on peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur, on peut mettre des documents de structures complètement différentes. Donc on a vraiment la souplesse complète au moment de la manipulation de la donnée, de sa structure. Ça apporte d'autres problématiques sur l'architecture applicative, parce que quand on a la donnée qui évolue, il faut être sûr que l'applicatif soit capable de traiter à la fois de l'ancienne data et de la nouvelle avec des structures différentes, mais ça c'est reporté côté architecture applicative. Mais voilà, on a cette souplesse-là, ça reste très rapide, très performant, parce qu'on reste sur un principe clé-valeur, mais ça amène un peu plus de fonctionnel par justement cette gestion documentaire. Donc, le principe, c'est vraiment les enregistrements sont non relationnels, ce qui fait qu'on va beaucoup dénormaliser la donnée à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va aller, quand on a besoin, aller dupliquer la donnée dans mon enregistrement quand j'ai besoin. On va pas faire de lien, on n'a pas de jointure à faire. Donc ça apporte à déporter côté applicatif cette dénormalisation et à prendre en compte dans le cas de l'architecture applicative. Donc, ces bases de données de documents, leur force, on en revient un peu là, c'est un modèle de données assez simple et aussi souple. On retrouve la même approche pour facilement scaler, parce qu'on se retrouve quand même sur un principe de clé, donc on peut très facilement scaler, sharder ça. Elles sont plus ou moins acid compliant sur cette implémentation qui va de garantir les transactions et la durabilité de vos données. Leur faiblesse, on en a parlé. C'est pas adapté pour les données qui sont fortement connectées entre elles, parce qu'on n'est pas capable de naviguer dedans, c'est très compliqué d'aller les requêter. Et finalement, le modèle de query, la façon d'aller interroger, d'aller récupérer la donnée, elle est limitée aux clés les clés du document et des index qu'on va créer derrière. La principale implémentation du modèle document, c'est MongoDB. Je pense que tout le monde connaît. C'est la société Tengen qui porte le projet. Donc c'est un projet open source qui date de 2009, qui est bien éprouvé, qui est beaucoup utilisé, qui a une communauté importante, qui a une pénétration importante sur son domaine. Le principe, c'est de stocker, les documents sont stockés donc sous forme de clé valeur, mais que le document en tant que tel est une structure JSON.
Donc JSON, c'est quelque chose qu'on utilise de plus en plus sur les applis web, surtout côté front. On va commencer à en avoir beaucoup à apparaître côté back, surtout que la ligne de marcation commence un petit peu à être de plus en plus floue. Donc on est capable d'indexer, on va être capable de dire que telle colonne et de telle valeur de mon document a un index pour question de performance. On est capable aussi d'aller manipuler directement et profondément dans mon document des valeurs. C'est-à-dire que je suis capable d'aller les récupérer, mais je suis capable d'aller les injecter. C'est-à-dire que sur une requête, je suis capable d'aller rajouter un élément, un tableau de mon objet JSON, sans être obligé d'aller le récupérer, le modifier et l'écrire de manière complète. Hein, donc c'est vrai que c'est assez souple dans cette approche-là, et ça permet finalement de le manipuler assez simplement. Donc on a vraiment, comme j'ai dit, beaucoup de connecteurs pour la majorité des langages sont présents, une communauté importante, et aussi pour certaines applications et certains besoins, on a aussi du support commercial par Tengen qui offre vraiment qui offre des besoins avec des solutions de monitoring, de haut dispo et tout ce qui va bien être support, voire même d'accompagnement pour l'architecture au final. Donc les d'autres bases de données documentaires, Lotus Notes Domino, qui en a été une depuis le début, CouchDB, il est écrit en Erlang, et en fait on utilise JavaScript en fait pour requêter, c'est stocké en JSON aussi, et OrientDB, qui est une base de données qui est un petit peu à cheval, qui est à la fois une base de données documentaire, mais qui en plus permet de lier ces documents sous forme de graphe. On va le voir juste après. Donc c'est une base de données qui est un petit peu à part. Justement, les graphes. Là, on tombe vraiment autant, les trois parties, on va voir la dernière parce qu'elle est encore plus atypique, mais ces trois parties ces trois structures étaient vraiment, on stockait vraiment de la data et on répondait à des besoins bien particuliers de volumétrie, de disponibilité et autres. Avec l'approche graphe, on est vraiment sur une autre approche. Parce qu'en fait, on va se retrouver avec plus à modéliser les connexions entre les données plutôt qu'à stocker au final vraiment la donnée. C'est très important. Ce qui fait que je vais dans une approche graphe, je vais me mettre à manipuler des nodes, ce qu'on appelle des nodes, qui sont ces nœuds-là. Ces nodes peuvent avoir des propriétés et je vais avoir des relations entre ces nodes-là. Ces relations peuvent aussi avoir des propriétés au final. Mais au final, je ne vais pas vraiment stocker de la donnée, je vais stocker mes nœuds, les attributs qui me servent éventuellement à requêter, à faire des requêtes, à aller exploiter ce graphe, mais c'est pas là-dedans que je vais stocker le post d'un blog à l'intérieur. Ça ne sert à rien et il n'est pas fait pour ça. Hein. Le principe même d'architecture de ces données à base de graphes, c'est vraiment de se focaliser sur la structure et la connexion de ces données-là. Le principe vraiment, c'est de se dire, et c'est ce qui fait sa force aussi, c'est que je ne vais pas requêter de manière globale, on n'a pas un index global, c'est que le but principal, c'est d'arriver à aller prendre un nœud dans le graphe et d'aller le requêter, d'aller voir ce qui est connecté autour. Donc les principes de requêtage et d'exploitation de ça, c'est de dire, je vais chercher un nœud, on utilise généralement les index sont pour aller chercher un nœud, je vais chercher un nœud, et après, je vais parcourir les relations pour aller récupérer les données qu'il me faut. Des relations de follow, des relations de propriété auteur. Je peux modéliser ce que je veux, je peux même modéliser, je peux très bien faire des relations, je pourrais très bien avoir un node qui s'appelle année, et finalement stocker mes dates sous forme de lien entre mon objet et le nœud année au final. Donc il n'y a aucune limite par rapport à ça. Et l'avantage de ça, c'est que finalement, en termes de performance, c'est à des années-lumière de ce qu'on serait capable de modéliser dans une base de données classique. Je ne sais pas si certains ont déjà essayé de modéliser la notion de follower dans des bases de données classiques. On va se retrouver à faire des inner join à la suite. Et ça, au bout d'un moment, soit par la profondeur d'amis qu'on veut récupérer, d'amis, soit par le volume de données, ça s'écroule très rapidement. C'est pas du tout fait pour ça. Là, par contre, on est capable d'avoir des millions de nœuds et des millions de relations, et au final, ça reste très efficace. Pourquoi ? Parce que on attaque à un point du graphe, on va chercher autour. Le volume complet du graphe n'impacte pas finalement la requête que je viens de faire. Ça impacte juste le stockage. Donc, les forces finalement de ce modèle-là, on a quand même un modèle de données vraiment puissant, qui, par contre, une modélisation qui a vraiment rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de faire dans nos applications classiques. C'est une autre façon de penser l'architecture applicative, et c'est encore une autre façon de la requêter.
elle répond à un besoin complémentaire de l'application. Je n'utiliserai pas ça en main data store de mon application. Par contre, elle va être utilisée pour faire du requêtage, pour faire des recommandations. Il y avait tout à l'heure quelque chose sur le machine learning. Il y a des algorithmes de machine learning ou des backends qui se reposent sur des bases de données graphes pour être capable de structurer et requêter et faire de l'analyse derrière. Donc, c'est très rapide pour les données connectées. Par contre, et donc c'est une nouvelle structure de la donnée. Par contre, les faiblesses de ça, on va commencer à avoir un problème quand mon graphe ne va pas tenir sur une de mes instances. Parce qu'on va, on va voir qu'il y a des solutions qui sont en train d'arriver pour ça, mais notamment une implémentation qu'on va voir tout à l'heure qui s'appelle Neo4j. Mais il faut savoir que comme on ne stocke pas véritablement de données dessus, le volume reste très faible de données qu'on stocke dessus. Et en fait, quand on va commencer à utiliser la façon dont on a structuré les nœuds et les relations sont très importantes parce que dès qu'on va commencer à vouloir utiliser finalement les propriétés soit de mes nœuds ou soit de mes attributs ou soit de mes liens, de mes nodes, pardon, au lieu de parcourir simplement les relations, l'implémentation va être obligée à chaque fois d'aller lire ces attributs et qui va faire écrouler les performances. Donc il faut vraiment... Les attributs ne sont là que pour aller chercher un nœud ou chercher un ou des nœuds. Après, dans le parcours, la navigation que vous allez faire pour récupérer les données qui sont corrélées à ça, il ne faut utiliser que les relations. C'est pour ça que vous pouvez à la fois stocker la date comme attribut de votre nœud, mais vous pouvez aussi la modéliser en tant que un nœud année, un nœud semaine et pourquoi pas un nœud jour. Et modéliser comme ça, ainsi, le besoin. Une de ces faiblesses, c'est que ceci, une nouvelle façon de structurer la donnée et de structurer votre donnée, votre application, ça prend du temps à apprendre, on se casse les dents, on n'y arrive pas, enfin, c'est parti de tout nouveau principe à mettre en place. Donc, une des implémentations les plus utilisées, Neo4j, c'est depuis 2007, c'est porté par Neo Technologies, donc c'est quelque chose qui est écrit en Java, qui est très rodé, qui est très mature et qui est en plus très suivi, c'est-à-dire que Neo4j a à la fois une grosse contribution open source, donne beaucoup de visibilité et aussi son approche, son business model par rapport aux produits, c'est finalement de valoriser les utilisations extrêmes, comme Apple fait Tengen sur MongoDB, avec du support où il y a un module entreprise qui n'a pas finalement de fonctionnel inférieur au module community. Le seul truc qu'il rajoute, c'est des componentes pour de la haute dispo, pour de la réplication et autres, qui permet vraiment d'adresser des besoins bien particuliers. Mais le socle, la version communautaire, a le même socle fonctionnel, vous pouvez faire la même chose derrière. Le langage pour requêter finalement ces bases de données, c'est celui-ci qui est très déroutant au début, parce que j'aurais dû vous mettre 2-3 exemples, si on a le temps un peu, je vous montre 2-3 exemples à la fin. Il y a deux types de langages, hein. Il y a Cypher qui est le langage propre à Neo4j, et Gremlin qui est un langage commun à beaucoup d'implémentations de bases de données graphes, donc qui vous permettra éventuellement de être utilisé partout. Il s'attaque essentiellement en REST quand vous n'êtes pas dans le monde Java, mais il est facilement aussi embarquable en tant de manière autonome dans une application Java pour être exploité de manière beaucoup plus intégrée et beaucoup plus performante dans ce cas-là. Les autres implémentations, on va voir Titan. Titan, qui est une implémentation qui est assez récente, qui justement résout le problème de Neo4j de dire quand je commence à avoir des gros volumétriques, qu'est-ce qui se passe. Titan, lui, a embrassé l'approche distribuée en se reposant notamment sur Hadoop et HDFS pour répartir et distribuer finalement le graphe. Alors par contre, ça mène d'autres problématiques derrière, d'autres façons de requêter, mais il est vraiment fait pour du grosse volumétrie de données et permet de lever certaines limitations qu'avait Neo4j. On va avoir OrientDB, on en a parlé tout à l'heure. OrientDB, qui est celui qui est un petit peu à cheval entre à la fois du document et du graphe. Et après, deux autres implémentations que je ne connais pas particulièrement, qui sont un peu plus vieilles aussi, AffinityGraph et AllegroGraph. Il faut savoir que
cette approche de graphe, c'est quelque chose qui est vraiment en train de prendre. Pourquoi ? Parce que on se rend compte que la donnée telle qu'on l'a vu, l'évolution des applications font qu'on se retrouve à avoir de la donnée qui est non connectée et que ça répond vraiment à des besoins bien problématiques. L'autre fois, on avait fait à Paris, il y avait Mythic qui venait présenter la façon dont il utilisait, la façon dont il exploitait Neo4j pour faire ses matchings, pour faire son requêtage et ses rapprochements. Ça serait tout bonnement pas possible avec des structures de données autres que celle-ci, où ça serait beaucoup plus complexe. Là, ça permet vraiment de modéliser, d'aller requêter, d'avoir de l'information pour des besoins bien spécifiques. Le dernier point, en column oriented. Sincèrement, je pense que la majorité d'entre vous pourront, dans leur parcours, avoir à utiliser ça. On n'est pas obligé de ces différents types, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir des volumétries hyper importantes pour les exploiter. Rien que leur spécificité apporte vraiment quelque chose. Leur fonctionnel peut être important pour une application, même si elle n'est pas grosse, même si elle n'est pas énorme, même si elle n'est pas 50 millions d'utilisateurs. Faut savoir par contre que cette approche-là, elle est quand même utilisée pour des volumétries qui représentent la marge des applications qui tournent. On va commencer à parler sur des volumétries qui sont en Tera, ou voire même plus, ou des millions de milliards, et elle est faite pour le système distribué. Elle a été pensée, elle a été faite pour le système distribué. Le principe, c'est d'avoir... ça peut à mi-chemin, on retrouve un petit peu l'approche d'une table, mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, on a des colonnes à l'intérieur, et chaque ligne de ma table peut ne pas avoir les mêmes colonnes. Hein, donc on va se retrouver à la fois avec quelque chose qui permet de faire comme du requêtage, avoir des index sur ces colonnes-là. Donc on se retrouve un peu plus dans ce qu'on connaît un peu sur du SQL, mais avec une souplesse finalement d'avoir dans une même collection, d'être sans schéma obligatoire et d'avoir quand même la possibilité d'avoir des données structurées différemment en fonction de mes besoins. Donc je suis capable de mettre des index sur certaines de ces colonnes-là, et donc de faire des requêtes de manière très souple, beaucoup plus souple que les autres implémentations de bases de données. Et surtout, il est prévu, justement, cette approche-là de Bigtable est fait pour être réparti, distribué. Et c'est pour ça qu'on commence à voir apparaître le terme de MapReduce pour requêter ou pour traiter la donnée. Je vais avoir ma donnée qui va être distribuée sur plein de serveurs, et ça se trouve, la requête que je veux faire, elle va obliger à aller chercher des données sur ce serveur-là, ainsi de suite, aller en chercher un peu de partout. Le principe du MapReduce, c'est d'être capable de découper vraiment mon traitement, de le faire exécuter de manière unitaire et de le rassembler au final pour avoir un seul et même élément. Donc ça permet aussi de distribuer du calcul. Donc on a vraiment, là c'est fait pour ça, c'était implémenté pour ça, le côté sharding, le côté scalabilité de ce modèle-là est très puissant au final, parce qu'il a été bâti autour de ça et pour ces besoins-là. Donc les forces, rapidement, données qui sont semi-structurées là, parce qu'on n'est quand même pas aussi libre, et on est quand même beaucoup plus proche d'une donnée SQL classique. On est naturellement indexé sur les colonnes qu'on choisit. Et c'est vrai que ces principes-là font que la scalabilité, il suffit de rajouter un nœud dans mon pool, dans mon système, pour augmenter ma capacité pour encaisser le ratio écriture-lecture. On sait très bien, pour ceux qui ont déjà été expérimentés à des problématiques de performance, que ce ratio-là est très important, notamment dans le SQL. Quand on commence à avoir beaucoup d'écriture par rapport à la lecture, on se retrouve face à des problématiques d'invalidation du cache et avoir les performances qui s'écroulent, parce qu'au final, à chaque fois que je veux lire quelque chose, je ne peux pas aller les récupérer dans mon cache, donc je suis obligé d'aller les lire sur le système de fichiers. Hein, donc on sait très bien que quand ce ratio-là bouge, ça a un impact très fort en SQL ça peut avoir même un impact sur la modélisation de mes datas, parce que je me rends compte qu'il y a un moment où il y a des murs qui arrivent. Là, quoi qu'il se passe, c'est linéaire. On est capable, on garde cette capacité linéaire par rapport aux besoins et l'utilisation du socle. Donc linéarité de ce ratio-là et linéarité de l'utilisation globale finalement. Il suffit de rajouter des instances dans le pool pour que ça grossisse de manière classique. Et
ça permet aussi la distribution pour des raisons de disponibilité dans potentiellement 2 data centers complètement différents. Une de ces faiblesses qu'on retrouve un peu globalement, de toute façon pour la plupart hormis Neo4j, hormis le GraphDB, c'est que pour les données structurées, pareil, on n'a pas de jointure, on n'a pas de relation là-dedans. Il est vraiment fait pour stocker de la donnée de manière unitaire. Donc, une des principales implémentations open source de ça, c'est Cassandra. Cassandra, qui est un projet Java sous licence Apache 2. Et qui est porté par la page groupe. Initialement, ça a été développé par Facebook, pour les besoins de Facebook, je crois qu'ils ne l'utilisent plus. Vraiment, le principe même de Cassandra, c'est ce qu'on vient de voir, c'est la décentralisation globale de toute cette stack de stockage, de lecture et d'exploitation de la donnée. Donc, support de la réplication multi-data center, la scalabilité très importante au final de l'application et une très très bonne tenue au PAN. C'est ce qui en fait, c'est ce qui est utilisé, parce que là, la tenue au PAN, on peut avoir, si j'ai un node qui tombe complètement, je suis sûr que ma donnée n'est pas altérée, qu'elle est présente aussi sur les autres nœuds derrière. C'est très important. Et le support du MapReduce pour requêter. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on commence à rentrer dans ce monde-là, des systèmes distribués, c'est vraiment un autre monde. C'est un autre monde, au final pas tellement pour l'applicatif, mais parce que l'applicatif, lui, va aller c'est le principe de ce bazar va être d'abstraire ça pour l'applicatif. Il va y avoir un endpoint, il va l'attaquer, il va récupérer ses données, il va aller les requêter. Mais par contre, sur la façon de la structurer et surtout sur le côté ops, sur le côté infra derrière, la configuration, arriver à maîtriser, avoir les ressources nécessaires, puisque ça reste quand même très à la marge, trouver les ressources nécessaires pour monter ce type de système-là, c'est pas simple. Et même tout simplement avoir les besoins en termes de volumétrie de données pour aller vers ces systèmes-là. Donc c'est intéressant d'aller regarder pour avoir éventuellement des portes de sortie ou savoir où aller, mais si vous avez un nouveau projet, c'est pas le point d'entrée de ça, à part si vous savez que dès le début, votre dataset initial, il se contentera. D'autres implémentations, HBase, d'Apache, Hypertable aussi. Bigtable, en fait, Bigtable, c'est la structure de données, c'est de Google qui l'utilise lui-même en interne. C'est pas open source, par contre, c'est son white paper sur justement Bigtable qui a donné naissance à toutes ces implémentations des bases de données derrière. Non, j'ai pas noté. Je ne sais pas en quelle année il a été publié, mais c'est ça qui a été le déclencheur. Il a été un des premiers à avoir le besoin justement de distribuer et à avoir les volumes qui nécessitaient ces approches-là. Donc ça a vraiment été lui qui a été initiateur de tout ça. La conclusion, un peu de tout ça, la modélisation, finalement sortir du domaine SQL, a vraiment un impact très fort sur l'applicatif. Parce que c'est pas seulement, je vais pas simplement changer le driver et aller stocker ça derrière parce que ça va être plus performant. Non, c'est que je vais structurer ma donnée, je vais l'exploiter, je vais aller la lire, je vais l'écrire, je vais l'utiliser de manière complètement différente. Et c'est très important. Un des gros credos, c'est vraiment se dire stocker la data dans la façon dont vous allez la requêter. C'est la façon dont vous allez l'utiliser qui va vous indiquer finalement quelle est la meilleure approche pour stocker. Parce que stocker bêtement la data, vous pouvez la stocker avec n'importe lequel de ces solutions-là. Vous êtes capable de stocker, de persister la donnée. Par contre, en fonction de l'utilisation, certaines sont plus adaptées que d'autres. Donc ça, c'est très important. Et bien sûr, le fait que la plupart de ces data stores-là sont faits pour la donnée dénormalisée et de la donnée qui sont distribuées, on est obligatoirement amené à dénormaliser la donnée, qui veut dire avoir un impact applicatif aussi. Est-ce que je peux, quand je vais chercher de la donnée à 2 endroits différents, qu'est-ce qui se passe si finalement ma liste de commentaires, comme je parlais pas tout à l'heure, entre le nombre que j'ai stocké dans ma base de données classique et la liste effective, si elles ne sont pas à jour, est-ce que ça a un impact sur mon applicatif ? Et comment je le prends en compte? Est-ce que c'est à l'applicatif de le gérer ou est-ce que je peux? C'est pas grave, ça prend en compte. On va pas aller modéliser toute une application bancaire avec du MongoDB.
parce que les besoins de transactions, de pérennité de la information, enfin, ça dépend aussi de la façon dont on l'utilise derrière. Voilà. Juste rapidement, on recrute aussi sur LAO. On est souvent basé sur Lyon, donc si vous souhaitez, on fait du PHP, on joue aussi beaucoup en ce moment avec tout ce qui est Node.js, Meteor.js et autres, c'est quelque chose qu'on regarde de très très près. On recrute aussi, on va recruter aussi bientôt sur ClubUp aussi, donc venez me voir, laissez-moi vos cartes, on est de toute façon toujours preneur. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez des questions. Oui, bonjour, une question un peu bête. Vous avez dit qu'on choisissait le mode de stockage de données en fonction de la façon dont elle les requêter, par exemple, entre autres. Est-ce que la façon justement dont la base de données va être remplie peut avoir aussi un impact? Vous n'avez pas du tout parlé de l'insertion des données dans les bases. Comment ça? Le cycle de vie de la donnée, la façon dont elle va être insérée? Oui. Est-ce que selon les modèles utilisés, ça peut avoir un coût, un impact quand on veut stocker rapidement des données? Est-ce que ça a un impact sur le choix? Oui, parce que là, ce qu'on voit, c'est que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de requêtage en tant que tel, mais l'insertion est aussi super importante. On voit bien que l'insertion dans une base de données relationnelle classique, quand elle a à vérifier des contraintes de clés étrangères et autres, c'est celle-ci qui pose des problèmes de performance au final. Et quand on est dans une approche clé-valeur à la Redis où il n'a aucune vérification, si ce n'est de est-ce qu'il est bien présent en RAM au final, ou est-ce que c'est le bon type que tu m'as donné, va y avoir un impact très fort sur la rapidité d'écriture. Et d'un autre côté, on va avoir des impacts très forts. Un Redis qui va stocker sa donnée en base, qui va stocker sa donnée en RAM, et qui tout d'un coup est coupé parce que l'instance tombe, il n'y a aucune garantie que la donnée elle soit pérenne et qu'elle soit vraiment écrite sur le disque. Alors que des approches à MySQL, lui, va vous redonner la main côté applicatif qu'une fois qu'il est sûr que la donnée a été persistée. Donc qu'elle soit dans le journal qui va permettre en cas de crash de la rejouer, mais ça fait partie de son contrat finalement. Donc c'est partie de son fonctionnel à lui. Donc oui, il y a un impact sur la lecture, l'écriture derrière. Et je vais même aller même au backup, parce qu'on se rend compte que quand on va commencer à parler de Terra, on ne va pas backuper les datas. Ou de volumétrie hyper importante. Donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit fault tolerant, parce que si jamais ce côté de backup là, je suis pas capable d'aller, quand je pense que Google, il n'a pas un backup complet de toutes ces datas. Il est capable de les reconstruire sûrement, mais il n'a pas un backup complet. Il a peut-être backup les données les plus critiques, mais il y a un moment où on ne peut plus backuper. Oui, j'aurais aimé savoir si uniquement la taille des données peut être un déclencheur pour la migration vers des systèmes NoSQL. La quantité de données à gérer. La quantité de manière unitaire sur une ligne ou globale? Globale. Il faut savoir quand même que des systèmes SQL ont quand même aussi la possibilité, et ont du clustering, ont de la haute dispo, ont de la réplication, on en a déjà mis en place, Laurent, sont capables de répondre à pas mal de problématiques de charge. Il faut pas se dire, faut pas négliger quand même le coup de dire je vais changer complètement mon data store. C'est quand même pas si anodin que ça. L'expérience acquise par vos équipes de dev, par les équipes de infra, ops et autres, elles sont très importantes aussi. Il ne faut pas changer pour dire changer. Le déclencheur peut être un besoin fonctionnel sur lequel le data store actuel ne répond pas. Peut être aussi peut-être une visibilité long terme où on sait très bien qu'il y a un mur sur la base de données qu'on utilise actuellement. Après, tout rentre dedans, parce qu'entre le coût de mise en place d'un cluster MySQL et la bascule sur une stack MongoDB, il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer qui peuvent, en termes de coût au final, ça peut ne pas valoir le coup. Ça dépend vraiment du besoin. Mais la volumétrie juste, si on n'est pas déjà de problématique pour dire je vais basculer pour basculer, je suis pas sûr que ce soit vraiment
s'il n'y a pas de problème, soit vraiment un des arguments pour dire je change vraiment de data store. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a encore 5-10 minutes. Vous pouvez vous lâcher. J'aurais pas dû parler si vite. Oui. C'est juste une petite question rapide. Vous parlez tout le temps de données connectées pendant le slide. C'est un peu la même chose que des relations ou des connexions et des relations. Là, je parle de la connexion en termes applicatifs, de mes données, mes entités entre elles. Elles sont connectées parce que j'ai mes utilisateurs et j'ai les commentaires de mes utilisateurs. J'ai mes utilisateurs et j'ai les posts de mes utilisateurs. C'est cette connexion-là métier. C'est pas une connexion physique technique. Elle en résulte, mais la connectivité des données, c'est la connectivité métier dont j'ai besoin pour mon application de mes données à moi. C'est cette connectivité-là qui nécessite de passer sur certains de ces outils. D'autres questions? Moi, j'ai une question côté infra. Parmi les 4 modèles que vous nous avez présentés, est-ce qu'il y a un de ces modèles qui est plus coûteux d'un point de vue infra-ops, où on est sur le même... non, clairement, le dernier, ce qu'il faut voir, c'est que le dernier modèle se repose, notamment Cassandra, sur Hadoop. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette stack-là, qui a beaucoup le vent en poupe en ce moment, un peu trop même. Et donc sur le principe même d'Hadoop, qui est HDFS, qui est son système de fichiers distribués. À partir du moment où on rentre vraiment dans l'écosystème de la donnée distribuée, qu'elle soit... faut savoir que les implémentations qui font de la donnée distribuée se reposent sur le file system distribué pour justement distribuer leur données finales. Là, on se trouve vraiment dans une autre dimension, surtout côté Ops, au final, d'avoir à gérer ce pool-là, d'avoir à configurer correctement la connexion qu'on se retrouve à avoir ça, gérer aussi, ça c'est un peu ma conf de demain, c'est-à-dire que être capable facilement, sur le côté Ops, d'avoir les outils qui me permettent de créer à la volée, en fonction des besoins, des instances pour les rajouter et les retirer de mon pool. Hein, ça fait partie des compétences à avoir. Là, partir sur du Neo4j ou du MongoDB, MongoDB, on regarde beaucoup en ce moment Meteor.js. Meteor.js qui est un framework JavaScript où par défaut, quand on l'installe, quand on le démarre, il a son propre Mongo, il se base essentiellement sur MongoDB, mais il a son propre Mongo qui est sur le poste client, il est directement installé. Ça devient très simple à installer, on peut l'utiliser dans n'importe quel stack, c'est pas gourmand, c'est très efficace, et c'est pratiquement sur la plupart des distributions maintenant. Donc il n'y a plus de frein à utiliser pour un besoin ces applications-là qui étaient considérées comme exotiques à un moment, ou quand vous avez une équipe infra qui était assez bornée, et c'est pas facile de les faire des fois évoluer, qui pouvaient poser des problèmes, soit par rapport à l'équipe, ou soit par rapport à vos distributions sur lesquelles était installé finalement votre soft, et qui n'a pas, non, elle n'est pas dans les paquets officiels, l'hébergeur disait non, je refuse de l'installer. Là maintenant déjà, c'est plus du tout le cas. On est quand même après de toute façon, globalement, dès qu'on touche du Java et qu'on est sur l'infra, nous c'est vrai qu'on vient du monde PHP et tout ça, mais dès qu'on commence à utiliser le JVM et tout ça, qu'on a des problématiques de perf et de volumétrie, c'est quand même des compétences assez poussées en Ops derrière. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Écoutez, c'est la fin de cette conférence. Merci Je vous invite à applaudir.